Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Très contente de vous retrouver pour cette nouvelle émission dont voici le programme. On va démarrer d'abord, vous le savez, par notre focus. On va découvrir un nouvel épisode de votre série préférée, La famille tout écran, qui nous est proposée par notre partenaire Le Clémy. On découvre ça dans un instant. Et puis il a une idée derrière la tech, c'est Benoît Grunemwald qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Benoît. Bonjour Philippine. Votre idée derrière la tech, de quoi vous allez nous parler ? Aujourd'hui, on va faire un zoom sur des opérations de démantèlement menées par la police, la justice et des acteurs privés. Magnifique, on voit ça avec vous dans un instant. Et puis notre sujet du jour, parler une langue, c'est se faire comprendre, c'est échanger, c'est parfois convaincre aussi bien sûr. Et pourtant en France, l'anglais reste encore un point faible pour nous les Français, et surtout à l'oral. Alors justement, on va en parler si l'intelligence artificielle pouvait enfin changer la donne. Entre méthodes classiques dépassées, promesses technologiques et vraie révolution, on va faire le tri et notamment avec notre invité aujourd'hui. Il connaît ce sujet par cœur. Benjamin Lévy, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'École du Futur. Vous êtes le CEO d'Amigo, anciennement Gimlich. On en parle avec vous dans un instant, juste après le focus. D'abord, donc, ça s'appelle La famille tout écran. Ça nous est proposé par notre partenaire, Le Clémy. Et pour sensibiliser enfants et parents à l'utilisation des écrans au sein de la famille, justement, Le Clémy nous propose un nouvel épisode de cette série qui nous invite à un usage maîtrisé, toujours, du numérique. On continue à parler du numérique avec des applications, des avatars virtuels, l'apprentissage personnalisé aussi, parce que l'IA s'invite dans nos cerveaux pour nous apprendre à mieux parler des langues, et notamment l'anglais. Est-ce vraiment efficace? Peut-on vraiment progresser sans interaction humaine, comme on peut le faire dans une salle de classe? Et surtout, que reste-t-il de la pédagogie dans tout ça? On se pose la question avec notre invité tout de suite dans la première partie du talk. Notre invité justement aujourd'hui, Benjamin Lévy, je rappelle que vous êtes le CEO d'Amigo. Amigo qui a changé de nom avant, notamment quand votre associé Antoine est venu l'année dernière nous présenter Gimlich. Eh bien, vous étiez venu nous présenter cette nouvelle fonctionnalité qui s'appelait à l'époque Amigo. Et ça y est, maintenant, vous avez complètement changé le nom de la société. Oui, tout à fait. On a changé le nom parce que Gimlich, c'est nos débuts, il y a plus de 20 ans maintenant. À l'époque, on ne proposait que des cours d'anglais adaptatifs, d'où ce nom à consonance très anglophone. Et depuis, nous enseignons d'autres langues que l'anglais, d'une part, et puis nous travaillons sur d'autres domaines d'éducation et d'apprentissage au-delà des langues. Donc Gimlich, c'était devenu un petit peu obsolète. Et on a choisi de nommer notre entreprise, notre équipe, d'après le nom de notre nouvelle application, Amigo Coach. Qui propose donc un coach d'apprentissage personnel. Alors justement, est-ce que vous voulez bien nous en dire un petit peu plus, peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément Amigo? Alors c'est une application qui vous permet de trouver un coach personnel qui va vous aider à apprendre, à réviser, à mémoriser, alors dans les langues aujourd'hui, mais aussi demain dans d'autres domaines de l'éducation secondaire, supérieure, qui va vous aider à préparer un examen, à l'image d'un professeur particulier avec lequel vous allez nouer une relation, qui va en savoir de plus en plus sur vous, sur vos lacunes, sur vos attentes, sur vos objectifs, sur les dates importantes qu'il y a devant vous, des examens, des concours, des partiels. Et voilà, c'est ça Amigo Coach. Et aujourd'hui, Amigo Coach est disponible pour l'apprentissage de 5 langues. 5 langues. Très bien. Alors, de ce que je comprends, l'utilisateur aussi, quand j'ai testé en tout cas l'application, échange avec ce qu'on peut appeler un avatar virtuel. Oui, c'est un personnage. On peut l'appeler un avatar virtuel si on veut. Nous, on l'appelle un coach. C'est évidemment un coach IA. Il a la particularité d'avoir ce qu'on appelle un cerveau bicéphale, une IA bicéphale dans son cerveau, c'est-à-dire qu'il va s'appuyer d'une part sur une technologie qui existe depuis 20 ans, qui est une IA d'adaptive learning, comme on dit en anglais, d'apprentissage adaptatif, dont le but est de personnaliser en permanence le parcours pédagogique, un petit peu comme un GPS recalcule en permanence une certaine trajectoire depuis un point donné jusqu'à un objectif de destination donné. Et puis, il a un cerveau d'IA générative. Donc ça, c'est les dernières formes d'IA qu'on a vu apparaître ces quelques dernières années, qui va lui permettre d'échanger, de créer une conversation, une relation, et de se comporter peut-être pas comme un humain, mais au plus proche de ce qu'on attend d'un humain. Presque. Alors, on comprend aussi que le coach dont vous parlez va évoluer aussi au niveau de langue, de l'élève ou de l'apprenant.
comment s'y adapter. En quoi vous vous différenciez de vos concurrents? Parce qu'on a l'impression que tous, là, sur ce marché, en tout cas de l'apprentissage des langues, ils se lancent aussi sur l'intelligence artificielle qui est devenue incontournable dans le marché. Quelle est votre différence à vous? Alors, je dirais qu'on a deux points de différenciation. Le premier, c'est qu'on a, et ça c'est depuis 20 ans, avec Gimglish déjà, un focus extrêmement fort sur l'assiduité. Vous disiez en introduction, est-ce que l'IA va vraiment changer quelque chose? Est-ce que ça va vraiment nous aider à apprendre? Peut-être, mais peut-être pas. Parce que c'est comme en sport, d'après nous, le sujet clé, c'est l'assiduité. Ça peut être sympa de parler à une IA, un avatar, alors ça peut être un personnage dessiné, ça peut être un personnage, une image IA avec un beau garçon, une belle jeune fille, comme certains de nos concurrents le proposent. Mais la clé, ça va être l'assiduité. Ça va pas être de le faire une fois ou deux fois, ou quelques fois cette semaine, ça va être de le faire la semaine prochaine, le mois prochain, dans la durée. Parce qu'il n'y a pas de miracle. Qu'il s'agisse de langue ou de sport, il faut de la régularité pour que ça marche. Ouais. Donc nous, on a ce focus-là et on va l'adresser par différents biais. Déjà, on donne de la personnalité à ce personnage coach. Et puis, on a ce cerveau d'adaptive learning qui nous permet de renforcer cette relation très personnalisée, très personnelle qu'il noue avec son élève. Et puis, qui va lui permettre de créer des séances sur mesure. Courte mais sur mesure, qui permet encore une fois, comme nous avec un professeur particulier, de nous inscrire dans une démarche de longue durée, régulière, avec des séances quotidiennes ou quasi quotidiennes, et encore une fois personnalisées. Donc ça, c'est un premier point, un focus sur l'assiduité. Le deuxième point, qui d'ailleurs nourrit le premier, c'est qu'on, contrairement à l'immense majorité de nos concurrents, nous appuyons le travail de ce coach sur un corpus pédagogique, un corpus de contenu expert que nous avons dans les langues nous-mêmes développées, chez Gimglish depuis 20 ans, et demain, nous allons sortir de nouveaux coachs, par exemple dans les études de santé, dont le travail s'appuiera sur les contenus pédagogiques, les corpus experts d'éditeurs de référence dans ces domaines. Aujourd'hui, surtout dans le domaine linguistique, il y a beaucoup de coachs ou de tuteurs linguistiques qu'on voit qui sont uniquement dans la conversation. Quelque part, il n'y a pas besoin d'acheter un service pour avoir une conversation avec une IA. Vous pouvez le faire avec ChatGPT, vous pouvez le faire avec Alexa, vous pouvez le faire avec votre Google Assistant. Donc, on peut trouver un locuteur anglophone ou hispanophone gratuitement qui va nous répondre. L'idée, l'enjeu d'après nous, c'est de créer de l'assiduité, créer de l'engagement pour qu'on puisse progresser, pour qu'on puisse combler des lacunes, pour qu'on puisse mémoriser ce qu'on a appris récemment. Et pour ça, il faut nouer une relation avec le coach. D'autre part, pour que chaque séance ne patine pas, parce que ChatGPT, vous allez le voir quand vous avez une question à lui poser, mais si vous n'avez rien à lui dire, vous l'abandonnez. Ouais. Il va pas lui-même, il va être réactif, mais il ne va jamais être proactif. Donc notre coach, nous devons, à la façon d'un professeur particulier, lui conférer une proactivité. Il faut qu'il sache en début de séance sur quoi vous faire travailler, sur quoi vous emmener, et qu'il sache aussi rebondir sur autre chose, au cas où l'étudiant dirait « Ah non, pas encore cette activité, j'en ai assez, je voudrais le faire une autre fois ». Un professeur particulier réagirait à cela, notre coach doit également réagir à ça. D'autant plus qu'on entend souvent dire que les Français, ils ne sont pas très très bons en langue. Est-ce que ça, c'est vrai ou pas? Alors oui, c'est vrai, mais peut-être pas pour les raisons qu'on imagine. C'est pas une déficience collective qui paraîtrait assez absurde. Non, c'est pour des raisons historiques et culturelles. Quand on regarde en Europe les classements des pays les plus polyglottes, les pays où il y a plus de citoyens qui parlent une deuxième langue, effectivement, la France, l'Espagne et l'Angleterre arrivent très bas dans les classements. Et j'ai choisi ces trois pays parce que c'est pas un hasard. Le point commun entre le français, l'espagnol et l'anglais, c'est que ce sont des langues internationales, très répandues, parlées par des centaines de millions de locuteurs. Et du coup, comme par hasard, les pays dans lesquels on est moins nombreux à parler une deuxième langue, c'est aussi les pays où ces langues ont rayonné, suite à des passés, l'empire colonial français et anglais au 19e siècle était dominant, donc la langue française s'est répandue. Donc c'est aussi des pays dans lesquels on est un petit peu plus feignant à l'idée d'apprendre une deuxième langue. On est un petit peu plus... C'est moins indispensable. Donc, ok, les Français, on n'est pas très forts, mais les Espagnols non plus. Et les Anglais et les Américains sont encore pires, si je puis me permettre. Ils sont encore moins nombreux, en tout cas, à parler une deuxième langue, quelle qu'elle soit. Donc, oui, c'est vrai, mais ce sont des raisons historiques, culturelles, et certainement pas
je ne sais quelle déficience qu'auraient les Français face à la langue anglaise. Ouais, surtout que maintenant, il existe justement des outils pour continuer à apprendre et apprendre différemment. Quand votre associé Antoine était venu l'année dernière nous présenter justement cette nouvelle fonctionnalité à Amigo, je lui avais posé la question, je lui ai dit, on a l'impression, en tout cas quand on teste l'application, que vous vous concentrez un peu plus sur l'écrit que sur l'oral. Et pourtant, une langue, elle est faite pour être parlée. Aujourd'hui, les choses ont changé. On peut échanger de manière orale avec Amigo. C'est effectivement une des opportunités de l'IA générative telle qu'elle est apparue là, il y a quelques années. On peut désormais parler à une IA et elle est assez pertinente dans ses réponses. C'est vrai que nous, pendant 20 ans avec Gimlish, on faisait de l'écrit, de l'oral quand même, de la compréhension orale, mais on ne faisait pas de ce qu'on appelle de la production orale, c'est-à-dire de l'expression orale. En tout cas, on le faisait, mais via des partenaires qui proposaient des professeurs humains en ligne ou en présentiel, mais on ne le faisait pas à l'intérieur de notre outil d'auto-apprentissage. Aujourd'hui, l'IA générative nous offre cette opportunité et ça nous a permis avec Amigo effectivement de concrètement créer une nouvelle activité pédagogique qui est la conversation. Donc effectivement, notre coach va, toujours à la manière d'un professeur particulier, nous poser des questions sur qui on est, d'où on vient, quels sont nos hobbies, quels sont nos intérêts, qu'est-ce qu'on a fait le week-end dernier. Et ça, ce sont en l'état des activités pédagogiques lorsqu'on veut apprendre une langue. Et ça permet par ailleurs de construire cette relation avec le coach, ce dont je parlais tout à l'heure, qui va en aval stimuler l'assiduité, l'engagement et donc les progrès. On va continuer à en parler avec vous, en tout cas Benjamin, parce qu'il y a encore plein de sujets intéressants à discuter ensemble sur ce point de l'apprentissage des langues, et notamment grâce à l'intelligence artificielle. On en parle ensemble. Juste d'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. D'abord, donc, images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Benjamin Lévy d'Amigo. Benjamin, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Benoît Grenamval qui a une idée derrière la tech.
Dans l'actualité ces derniers jours, on peut saluer 3 opérations majeures de démantèlement par les forces de l'ordre qui ont visé des acteurs malveillants et des réseaux de logiciels malveillants aussi, Benoît. Avant de plonger dans ce qui pourrait être une série policière, qu'est-ce qu'un démantèlement d'abord ? Eh bien, le démantèlement, c'est le fait d'arrêter le fonctionnement des infrastructures des cybercriminels. Ça veut dire que ça fonctionne comme une messagerie, comme une application dans le cloud. Il y a des serveurs, il y a des personnes. Et l'objectif, c'est de les arrêter de fonctionner. Et c'est à la fois technique, mais également judiciaire, parce qu'il y a eu, notamment dans ces 3 opérations, des mandats internationaux qui ont été émis contre 20 individus. Et une des opérations, a permis de saisir 21,2 millions d'euros, dont 3,5 en crypto-monnaie. Donc si on se demandait si le cybercrime payait, la réponse est non, parce qu'ils se sont fait contraindre, mais en même temps on voit qu'il y a du financement. Il y a du financement, alors ces opérations sont davantage en plus d'envergure. Est-ce que vous voulez bien nous donner quelques détails supplémentaires qui y participe ? Alors les forces de l'ordre, et surtout en fait c'est sans fin, parce que les cybercriminels, quand on ne les arrête pas, vont reconstruire leur infrastructure, repartir sur des bases, comme c'est un logiciel, il y a des codes sources qui traînent, qui peuvent être partagés, et donc ces informations vont permettre peut-être même à d'autres de prendre le relais. Et donc ça fait partie d'une opération qui est internationale, qui s'appelle l'opération Endgame, qui a été débutée en 2024, donc là on est sur la version 2, et c'est une initiative mondiale qui vise à identifier, démanteler et poursuivre en justice ces fameux réseaux de cybercriminels. C'est coordonné par Europol, Eurojust. Et au niveau international, il y a un grand nombre d'acteurs, le FBI, Europol, la police néerlandaise, Eurojust. Et en France, on a notamment la gendarmerie, le parquet de Paris, la police judiciaire de la préfecture de police de Paris ou encore l'OFAC, qui est l'Office anti-cybercriminalité. Et cet objectif est bien de joindre des partenaires privés qui vont permettre d'accompagner ces opérations. Par exemple, il y a EZ, Sequoia ou encore Proofpoint ou Microsoft. Alors Benoît, on peut comprendre le rôle évidemment de la police, de la justice aussi, mais peut-être un peu moins des sociétés privées. Est-ce que vous voulez bien nous en dire plus ? Oui, et ces sociétés privées sont extrêmement importantes parce qu'elles vont amener des éléments techniques que la police et la justice ne pourront peut-être pas. Des sociétés internationales vont pouvoir repérer comment fonctionnent ces réseaux de cybercriminels et apporter des éléments factuels pour permettre aux forces de police d'être hyper pointues dans leur démantèlement. Alors on va revenir sur ces 3 opérations, justement, les types de logiciels visés par ces démantèlements. Est-ce qu'on en sait un peu plus ? Oui, ce sont des catégories spécifiques qu'on appelle les malware as a service. Donc ça comprend des infostealers, mais également des éditeurs de rançongiciels, donc des logiciels qui viennent complètement bloquer les systèmes d'information. Ce sont des entreprises qui sont illégales, mais qui sont extrêmement bien huilées, qui fonctionnent comme des éditeurs de logiciels complètement traditionnels. Et il y a un point important aussi, c'est qu'il y a des affiliés, c'est-à-dire une sorte de franchise à qui le cybercriminel en haut de la tête va donner soit une commission, soit faire payer un abonnement pour lui mettre à disposition son réseau de logiciels malveillants. Donc ces réseaux de logiciels malveillants ont vu leurs activités, de ce que je comprends, perturbées. Oui. Qui sont-ils exactement ? Eh bien, il y en a un. Le premier, c'est l'Huma Stealer, et c'est une catégorie que l'on avait déjà abordée ensemble. C'est un voleur d'informations, et on voit qu'il y a quelques mois, un a été démantelé, et bien un autre a pris le relais. L'objectif, c'est bien d'installer ces logiciels malveillants pour récupérer des informations personnelles, des coordonnées bancaires, voire des mots de passe. Il y en a un autre qui s'appelle Danabot, qui a été principalement à la base développé comme un infostealer ou un cheval de Troie bancaire. Donc ça, c'est aussi très virulent. Et puis Danabot a été, dans le futur, utilisé pour déployer également des rançongiciels. Donc on voit qu'il y a plusieurs fonctionnalités au sein de ces logiciels en fonction de ce que font les cybercriminels ou de ce qu'ils veulent faire. Et puis le troisième, lui, est complètement dédié aux rançongiciels. Et notamment, il a diffusé Quackbot, Trickbot et Wormcookie. Même si ces noms ont l'air sympathiques ou intrigants, et bien, malheureusement, ce sont des vrais logiciels malveillants que l'on va retrouver sur nos ordinateurs ou nos systèmes d'information. Alors, à quoi on doit faire attention ? Comment être affecté par Danabot, par exemple ? Eh bien, malheureusement, des procédés assez classiques, le spam, les publicités en ligne, on en avait parlé également, on se demandait pourquoi les cybercriminels prenaient des premières places dans les publicités en ligne. Eh bien, c'est notamment pour diffuser ces logiciels malveillants, ou alors, ils mettent à votre disposition des faux sites
en vous proposant des logiciels gratuits, sauf que ces logiciels gratuits contiennent des logiciels malveillants qui permettent d'installer notamment l'Umastiller, Danabot, etc. Et ou alors, ils vous font des annonces aux faux supports techniques, ce qui veut dire qu'ils vous promettent de réparer votre ordinateur ou de l'améliorer, et en fait, ils prennent le contrôle de votre machine. Alors, il y a plusieurs catégories d'acteurs malveillants, dans ce qu'on pourrait qualifier de chaîne d'attaque. Comment fonctionne cet écosystème? Eh bien, c'est fini finalement le virus à papa. Avant, on avait juste besoin d'un antivirus. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup plus de fonctionnement nécessaire pour arriver à une cyberattaque. C'est ce qu'on appelle en anglais les TTP, tactiques, techniques et procédures. Et tout ça fait que ça demande à la fois plus de travail aux cybercriminels, mais ça leur permet de rentrer beaucoup plus loin dans les systèmes d'information. Et c'est ça que nous étudions en tant que défenseurs, c'est-à-dire ces fameuses façons de fonctionner. Et c'est là où on va faire de la cyber threat intelligence, donc du renseignement sur la menace, qui nous permet de mieux les connaître et donc de mieux nous défendre. Tout ça pour mieux nous protéger des opérations de police-justice, justement pour perturber des réseaux cybercriminels. Merci beaucoup, Benoît, pour cette chronique. On lance ensemble tous les trois la deuxième partie du talk. On va rester un petit peu évidemment sur le sujet du numérique, mais aussi sur le sujet de l'intelligence artificielle avec notre invité aujourd'hui, Benjamin Lévy. Je rappelle que vous êtes le CEO d'Amigo. On a parlé du fait que les Français, historiquement, pour des raisons notamment culturelles, vous nous l'expliquez, ont un peu de mal avec l'apprentissage de l'anglais ou plus généralement des langues. Mais ça reste évidemment la langue incontournable à apprendre aujourd'hui, jeune, moins jeune, effectivement. Une langue est déjà d'abord faite pour être parlée. Vous nous expliquez justement les nouvelles fonctionnalités d'Amigo, à la fois avec cet assistant virtuel et puis maintenant le fait qu'on peut parler, l'intelligence artificielle, et ça change tout. Malgré tout, le retard de la France est encore plus marqué à l'oral qu'à l'écrit, selon une étude du Conseil national d'évaluation du système scolaire qui date de 2019. Depuis 2010, les petits Français ont fortement progressé en langue, et ça c'est une bonne chose, mais dès qu'il s'agit de s'exprimer à l'oral, les choses sont moins faciles. En primaire, 39% des élèves ont des problèmes pour comprendre un énoncé oral. Et en fin de collège, 75% d'entre eux n'arrivent pas bien à se faire comprendre en anglais. Le sujet, c'est qu'il faut commencer à apprendre dès qu'on est tout petit. Bah oui, c'est comme tout. Plus on commence petit, mieux c'est. Et plus on se débloque, notamment dans des situations à l'oral. Et puis, voilà, après, c'est pas une spécificité française. C'est dur pour tout le monde, l'oral. Parce qu'à partir de quel âge on peut commencer à jouer et apprendre avec Amigo, par exemple? Alors, à Amigo, nous, notre cœur de métier, on a commencé avec les adultes. Les adultes, que ce soit des jeunes adultes, des étudiants jusqu'aux actifs, voire même aux retraités. C'est ce public d'abord à qui nous avons dispensé des cours. Puis, le temps avançant, et notamment avec Amigo qui est arrivé, on est allé chercher des publics plus jeunes, notamment parce qu'on s'intéresse à des domaines de savoir de l'éducation secondaire au supérieur. Donc là, on s'adresse aux plus jeunes. Et c'est pour ces raisons qu'on a choisi le chat comme interface, parce que là, on a, avec le chat, depuis maintenant un certain nombre d'années, une interface qui est transgénérationnelle et que tout le monde va savoir utiliser. Mais bon, pour revenir à votre question, oui, nous, c'est pas notre expérience d'avoir formé des tout petits aux langues étrangères, mais oui, plus on les expose tôt aux langues étrangères, plus ça va être facile pour eux derrière, moins seront-ils complexés, parce qu'en fait, on n'est pas si nuls, on a beaucoup de complexes, on a beaucoup de blocages, c'est normal. Mais quand je dis on, c'est nous tous, pas que les Français. Pour les raisons historiques et culturelles que j'évoquais, les Français ne sont pas particulièrement hauts dans les classements, mais c'est dur pour tout le monde d'apprendre et a fortiori de parler une langue étrangère. Votre entreprise se dit par ailleurs experte de l'intelligence artificielle depuis 20 ans. Oui. D'abord Gimli et maintenant Amigo. Qu'est-ce que vous avez fait ces 20 dernières années en matière d'intelligence artificielle qui fait qu'aujourd'hui vous vous présentez comme l'acteur majeur, de ce que je comprends, de l'apprentissage des langues grâce à l'intelligence artificielle? Alors, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est notre expertise en apprentissage adaptatif. Donc, l'apprentissage adaptatif, ça fait 20 ans que ça existe et que, alors, nous avons fait partie des pionniers à exploiter cette technologie. D'ailleurs, le terme d'apprentissage adaptatif n'existait même pas en 2004 quand on a commencé. Donc, on parlait de personnalisation dynamique de la pédagogie. Donc, c'était un mot très technique pour décrire ce qu'on appelle désormais l'apprentissage adaptatif. Donc, effectivement, c'était une forme d'intelligence artificielle qui
dont la promesse était comme ça de délinéariser les parcours. On est ce qu'on appelle des parcours linéaires, c'est le même parcours pour tout le monde, chapitre 1, 2, 3, 4, 5. L'apprentissage adaptatif, c'est de dire, chacun va développer son propre parcours en fonction de ses forces et faiblesses propres, et puis de ses attentes, de ses objectifs, de son temps de travail, etc. Donc ça, nous, ça a été notre expertise pendant 20 ans. Et c'est vrai qu'on l'a combiné à l'IA générative. Dès que vers 2022, il y a eu des innovations intéressantes en IA générative, il était apparu évident qu'il fallait combler ces deux générations d'innovation IA pour les rassembler dans le cerveau d'un personnage qui va, pour le coup, s'approcher des compétences et de la valeur ajoutée d'un professeur particulier. Qu'est-ce que vous en pensez, Benoît, de ces innovations pour apprendre les langues ? Moi, je trouve ça exceptionnel. On est sur un parcours, je travaille pour une société qui s'appelle EZ également, et on est sur un parcours complètement similaire. On avait une intelligence artificielle avec le machine learning qui nous permettait de détecter un très grand nombre de logiciels malveillants depuis 1997. Et aux alentours des années 2020, quand il y a eu les transformers, on a commencé à s'ouvrir aussi vers l'extérieur. On voit bien cette partie où l'intelligence artificielle était au sein des logiciels et finalement, c'était nous qui le programmions. L'utilisateur n'y avait pas vraiment accès. Et puis cette partie aujourd'hui où l'utilisateur a accès à cette IA qui lui permet d'aller encore plus loin dans son apprentissage. On le voit, nous, par exemple, sur la réponse à incident. Quand vous avez une attaque sur votre réseau, vous demandez à cette IA comment le pirate est rentré, quelles sont les méthodes qu'il a utilisées, qui est le patient zéro, est-ce que c'est un email, est-ce que c'est une vulnérabilité, et ça permet d'aller beaucoup plus loin dans la protection des utilisateurs ou dans leur apprentissage aussi. C'est intéressant, Benoît, vous parliez de protection des utilisateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, Benjamin, il y a des limites, des dérives auxquelles vous avez dû faire face dans le cadre du développement d'Amigo lié à l'IA, qui peut halluciner parfois, qui peut bien sûr faire des erreurs Alors oui, l'IA générative peut halluciner, peut faire des erreurs. C'est pour cette raison que nous avons choisi d'appuyer le travail de nos coachs sur ce que je disais tout à l'heure, des corpus pédagogiques experts. Donc c'est des contenus pédagogiques finalement fermés, délimités, édités par des professionnels de l'édition dans le domaine des langues comme nous, mais aussi dans d'autres domaines d'éducation secondaire et supérieure qui sont nos partenaires. Et c'est vrai que ça permet d'asseoir le savoir de ce coach expert sur un corpus vérifié, écrit et édité par des humains, et de bénéficier de ce travail, parce qu'on a des décennies, voire des siècles de littérature éducative, et on peut s'appuyer dessus, et l'IA peut en tirer le meilleur profit, sans s'exposer à des approches où on va aller chercher des contenus, je ne sais pas trop où, des réponses, je ne sais pas trop où. ChatGPT, il est incroyable, et d'ailleurs, il est notamment incroyable parce qu'il a réponse à tout, et il a toujours une réponse. Mais du coup, des fois, il peut se tromper. Ouais. C'est la limite. C'est la limite. Donc voilà, nous, on fait attention à ça, et c'est pour cette raison qu'on a choisi de nous appuyer sur ces contenus pédagogiques experts. Merci beaucoup, en tout cas, Benjamin Lévy, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On rappelle le nom de cette application qui s'appelle Amigo, qui permet donc d'apprendre les langues, de travailler justement son anglais. Mais d'autres langues, c'est les langues autres, espagnol Espagnol, italien, allemand, français, langue étrangère. Et ben voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. On vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci aussi à vous, Benoît, d'avoir été parmi nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se donne rendez-vous dès demain à 12h30, toujours sur School TV. Passez une bonne journée.